Téléspectatrices et téléspectateurs de Zouk Télévision, bonjour. Ce matin, je vais recevoir Nathalie Josse, qui est candidate sur la 3e circonscription donc de Fort-de-France, candidate aux élections législatives. Bonjour Nathalie Josse. Bonjour à tous les téléspectateurs de Zouk TV. Alors, on va parler de ta candidature et d'abord on va parler de toi. Alors, est-ce que tu pourrais rapidement, pour les téléspectatrices et téléspectateurs de Zouk Télévision, te présenter ton parcours personnel, professionnel, politique, puisque tu n'es pas tout à fait nouvelle en politique, tu t'es déjà présenté, voilà. Donc, et tu es élue. Voilà, tout à fait. Donc, moi, je suis Nathalie Josse, donc je suis journaliste de profession, je travaille à Martinique la Première, j'ai 55 ans, j'ai un enfant. Et je suis effectivement conseillère municipale et conseillère communautaire depuis 2020, donc depuis les élections municipales de Fort-de-France. Je suis entrée en politique il y a quelques années. Je me suis toujours intéressée à la politique. C'est quelque chose qui vraiment me passionne, mais la politique avec grand P, c'est-à-dire s'occuper de la cité, s'occuper des citoyens. Et mon orientation est définitivement celle d'une citoyenne. Je me représente plus en tant que citoyenne, je me vis plus mon parcours politique en tant que citoyenne plutôt qu'en tant que femme politique. Et donc, c'est pour ça que... La différence, c'est quoi vous? La différence, c'est que moi, je n'ai pas comme ambition de faire une carrière politique. Mon ambition finale, c'est pas d'être députée, sénatrice ou... Voilà, moi, je veux vraiment que l'on remette la politique au centre des préoccupations des citoyens et que l'on renoue le lien entre citoyens et politique. Pour moi, c'est fondamental. Et c'est ça le sens de mon engagement, c'est que les citoyens reprennent le pouvoir sous les politiques qui se sont accaparés. D'accord. Alors, puisque tu es élu au conseil municipal de Fort-de-France, élu communautaire, alors précisément, c'est ta première expérience en tant qu'élu, tu en tires rapidement, hein, tu en tires quoi? Qui as-tu appris? C'est extrêmement positif pour moi parce que lorsqu'on est à l'intérieur des institutions, on se rend compte de comment ils fonctionnent. Donc, je dois dire qu'on a été, si vous voulez, embêté par la crise sanitaire, c'est-à-dire que la crise sanitaire a un peu freiné l'élan que nous avions au début, puisque les choses se sont un peu figées. On a dû faire les conseils communautaires et les conseils municipaux par visioconférence, donc ce n'était pas très pratique, et même notre action sur le terrain qu'on avait entamée avec détermination a été freinée par les différents confinements, etc. Mais être au cœur des institutions, et c'est pour ça que je dis que c'est très important. Oui, il faut de la citoyenneté, mais être au centre du pouvoir, c'est aussi important parce que on se rend compte que c'est là que les leviers des décisions se prennent. Et ces leviers pèsent beaucoup sur notre quotidien de citoyen. Et donc, il faut être au courant de ce qui se passe. Et à ce niveau-là, c'est extrêmement positif pour moi. Par contre, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait une forme de stérilité de ces mandats, parce qu'on n'a pas beaucoup de pouvoir finalement. Moi, je suis conseillère municipale et communautaire dans l'opposition. Alors, on a un grand truc, c'est qu'ils disent plus l'opposition, ils disent comment ils appellent ça déjà? Enfin bon, les partenaires. Voilà, les partenaires. On se définit plus parce que c'est vrai qu'il fallait aussi calmer le jeu politique, ce que nous nous sommes attelés à faire. Mais on se rend compte qu'au final, les décisions appartiennent à un très petit nombre. Nous sommes des chambres d'enregistrement et même les conseillers municipaux de la majorité, ce sont des chambres d'enregistrement. On ne fait qu'acter les décisions qui sont prises à un niveau supérieur. Donc on nous présente les choses, oui, non, bon voilà, on peut discuter un peu. Après, sur des sujets importants, il y a des discussions et on peut essayer d'infléchir les choses, mais c'est extrêmement difficile. Et là, on se rend compte véritablement que le pouvoir est accaparé par une petite partie du personnel politique. Alors, est-ce que c'est ce qui explique cette profusion de candidats, 56 candidats pour ces élections législatives, pour 4 circonscriptions Écoutez, moi, j'ai pour habitude de dire que moi, ça ne me dérange pas. Tout le monde dit c'est trop et tout, ça tue la démocratie. Moi, je trouve qu'au contraire, il faut que la démocratie vive. Aujourd'hui, si tout le monde peut se présenter, tant mieux que les gens se présentent. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait 340 000 candidatures. Donc, ça voudrait dire que chacun est conscient de l'enjeu, est conscient de son implication et de son engagement dans la vie politique. Et ça, c'est important. Donc, c'est vrai que, les gens, ils viennent défendre leurs convictions, ils viennent défendre une idée
côté de la Martinique. Et pourquoi pas? Après, bon, les électeurs feront le tri. C'est vrai que ça favorise l'abstention parce que les électeurs sont un peu perdus. Souvent, ils attendent le deuxième tour parce qu'il y a trop de candidatures. Mais je dis que oui, faisons vivre la démocratie. Et si chacun amène ses idées, eh bien, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'entends bien, mais il n'y a pas toujours de grande différence. Enfin, tous les élus, tous les candidats à un mandat électif, et tous les gens qui sont élus, ils veulent tous régler les difficultés qu'on rencontre la population, liées à l'emploi, au transport, au chômage, à l'eau. Enfin, je pourrais faire une liste. Je connais aucun élu qui soit pour l'extension de la pauvreté, de la maladie, du chômage, du malheur. Ça n'existe pas, ça. Ils sont tous. Bon. Alors, quand il y en a beaucoup comme ça, comment fait-on pour distinguer? Je pense qu'il y a une vraie perplexité de l'électeur à ce niveau-là. De l'électeur vis-à-vis d'une proposition de candidat qui prie les uns après les autres. Bon, j'en rencontre un certain nombre. Bon, ils ont tous les meilleures intentions du monde. Hein. Oui, mais c'est normal quand on va, à un mandat législatif ou à un mandat quel que soit, quand on va devant des électeurs, on a un programme, on défend des idées. Et ces idées-là, ce sont quand même des idées de bienveillance, des idées de développement économique, etc. Oui, c'est normal. Après, pour les électeurs, bien sûr que, bon, ça peut être un peu dérangeant et ça peut être un peu embêtant. Mais l'important, je crois, c'est l'action. Qu'est-ce qu'on engage? Qu'est-ce que ceux qui se présentent sont prêts à faire et jusqu'où peut aller leur engagement? Nous, on a un engagement. On a commencé une action sur Fort-de-France particulièrement. Les élections législatives, c'est sur tout le territoire martiniquais, même si on est député d'une circonscription. Mais on a commencé un vrai travail sur Fort-de-France, un vrai travail d'action, de rencontres dans les quartiers, d'action dans les quartiers, de rencontrer les associations. Et ça va nous permettre de le continuer et puis de mettre en action ce que nous avons déjà beaucoup développé durant ces dernières années. C'est une continuité. Après, les autres candidats, il faut leur demander quelles sont c'est ce que je fais. leur motivation. Alors, la séquence précédente, c'était des élections présidentielles qui ont donné des résultats que tout le monde connaît. Bon, le mot qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont pas laissé indifférent avec un Jean-Luc Mélenchon qui fait plus de 50% des voix et donc qui est au premier tour porté en tête dans toutes les communes, et puis au second tour, entre Marine Le Pen et Macron, c'est Marine Le Pen qui l'emporte. Comment, en dehors de l'analyse plus ou moins savante qu'on peut faire de ça, comment tu interprètes? Il y a un message, et si oui, quel est-il? Ben oui, à l'évidence, les Martiniquais ont porté un vrai message. Ils ont exprimé quoi? Les Martiniquais ont exprimé leur exaspération. Aujourd'hui, tous ceux que je rencontre, et moi, je me suis posé la question, pourquoi ce vote extrémiste? Est-ce que c'était une adhésion aux idées? Comme tout le monde, je me suis interrogée. Je n'ai pas été surprise parce qu'on le sentait venir quand même. Hein. Marine Le Pen, elle a une progression continue depuis quelques années chez nous. J'ai parlé avec des gens qui avaient voté pour Marine Le Pen. Je leur ai demandé pourquoi. Et pratiquement la totalité de ceux qui m'ont répondu sont extrêmement en colère. Les Martiniquais n'en peuvent plus parce que la situation aujourd'hui ne s'améliore pas en Martinique. Tous les critères sont rouges. Et ça fait des années qu'on leur promet que ça va s'améliorer, que les transports vont s'améliorer, que le chômage va diminuer, que les prix vont baisser. Et ils ne voient jamais rien venir. Donc notre slogan à nous, c'est « En nous mate tabla ». C'est ce qu'on a décidé de faire. À partir des élections législatives, depuis les municipales, et c'est la continuation de notre programme, les Martiniquais, ils l'ont fait. Ils ont dit, personne n'a pas faire rien, nous comme à table là. Voici l'avertissement. Et ils ont donné un premier avertissement aux élus. Et je sais que pour les élections législatives, ils vont donner un deuxième avertissement à la classe politique pour leur dire, vous êtes au service du peuple. Occupez-vous de nous. Sinon, nous, on va vous sanctionner. Parce qu'aujourd'hui, ils ont besoin de résultats. Les Martiniquais ont besoin que les choses aillent mieux. Et je prends le cas des transports. Vous savez, je suis passée tout à l'heure devant le marché de l'asile. Il y a des gens, des femmes enceintes, des gens handicapés, des gens qui ont des rendez-vous chez le médecin, des gens qui vont au travail, qui sont là chaque mois, c'est la même chose. Et chaque fois, on leur promet, oui, les transports, ça va s'améliorer, etc. Ils ont fait une entité unique du transport, Martinique Transport. Et au final, qu'est-ce qui se passe? On régresse. Donc, à un moment, il faut que les choses s'améliorent et il faut passer à l'action. Très bien. Alors, tout ça explique les raisons de ta candidature. Alors, mais
qui soutient ta candidature? Est-ce que tu viens seul ou tu viens dans le cadre avec ton mouvement, le mouvement citoyen, qui s'était fait connaître aux élections municipales, donc en 2020, c'est bien ça? Tu as d'autres forces avec toi et qui? Alors, depuis les élections municipales, nous avons constitué une alliance. Alors, aux élections municipales, c'était une alliance multiple qui était constituée donc de mon mouvement, Martinique Citoyenne, que nous avions initié en 2015 avec Olivier Jean-Marie et qui avait connu un vrai succès parce que les gens entendent bien ça, hein, le mouvement citoyen et les propositions citoyennes. Et puis, nous avions donc Martinique Citoyenne, PIA, bien sûr, avec Jean-Philippe Nilor et Marcelin Nadeau, Aurélie Nélas, Samuel Tavernier. Nous avons tous fait campagne ensemble avec une vraie réussite. Il y avait aussi le mouvement, il y avait le RDM qui aujourd'hui s'est retiré de l'Alliance pour les législatives, mais il y avait IEMO, c'est Informer, Éduquer, Mobiliser, Organiser. C'est un mouvement qui est une scission du MIME. Ce sont les anciens du MIME qui, devant, certains dénis de démocratie de ce mouvement, ont décidé de s'organiser autrement et de créer ce mouvement-là. Donc ils sont là avec nous. Et puis nous avons aussi des jeunes du François, nous avons des différents mouvements de jeunes, parce que notre ambition finale, c'est justement de redonner du sens à la politique pour les jeunes. Et nous croyons que demain, il faut que de nouvelles figures apparaissent sur le paysage politique parce qu'il faut un renouvellement de nos élus. Et nous sommes en train de préparer ces jeunes à la relève. Donc de leur apprendre les tenants et les aboutissants d'une campagne électorale, les tenants et les aboutissants de la citoyenneté, et de les mettre en action sur les quartiers, dans la politique en général. C'est notre ambition pour cette alliance qui s'est constituée. D'accord. Mais est-ce que tu n'as pas l'impression qu'une fois que l'on est élu, on a ce discours avant, et puis une fois qu'on est élu, eh bien, on reste. On fait un mandat, puis un deuxième, puis un troisième, et on attend. On a tendance à s'accumuler. Est-ce que, peu ou prou, quel que soit, je doute pas de la bonne foi et de la bonne volonté des gens, mais en fait, quand j'observe, souvent, c'est assez rare qu'un élu dise, j'ai fait le mandat, c'est bon, je m'arrête là. Je suis entièrement d'accord avec ça. Je trouve que c'est un des mots les plus mortifères de la politique, c'est la longévité des mandats. Et je crois qu'ici, en Martinique, dans le monde politique, dans la vie politique martiniquaise, ça nous a été extrêmement préjudiciable, cette longévité des mandats, parce que les choses n'ont pas bougé à cause de ça. Et il me semble qu'il devrait, et personnellement, moi, je milite beaucoup pour ça et je continuerai à militer pour ça, pour la limitation des mandats dans le temps, c'est-à-dire ne faire que 2 mandats au maximum, et la limitation, le nombre de mandats cumulés. L'accumulation des mandats aussi est extrêmement nocive. Et on le voit sur Fort-de-France, par exemple. Vous avez un député qui n'est pas là depuis 1 an. Parce que, au bout de quelques années de mandat, il est parti, il s'en est allé, alors qu'il avait sollicité le suffrage des électeurs qui lui ont fait confiance. Et puis, en pleine crise sanitaire... Il ne pouvait pas cumuler il ne pouvait pas cumuler, mais il avait un suppléant qui était le maire de Fort-de-France. Oui. Le maire de Fort-de-France ne pouvait pas, parce que lui-même cumule déjà tellement. Voilà. Il est vice-président de la CACEM, il est maire de Fort-de-France, il était suppléant de la chimie. Donc, il y a un moment, il faut arrêter de cumuler les mandats. Et ça se voit. Je vous disais que vous me demandiez qu'est-ce que ça m'avait apporté d'être conseillère municipale, quelle expérience. Et je vois qu'on ne peut pas cumuler les mandats parce que ils n'ont pas le temps. Moi, je suis dans quelques commissions et j'ai du mal à y aller à toutes les observer. Donc, je dis que là, il y a un véritable problème sous les mandats et qu'il faut absolument passer des lois pour limiter le nombre des mandats dans le temps et aussi dans les fonctions. Ça, c'est fondamental pour la vie politique. D'un autre côté, je présume que ceux qui sont élus et qui donc bénéficient de la notoriété d'élu, ça leur est plus facile de briguer un second mandat ou un troisième mandat que lorsque l'on est un inconnu. Donc ceci pouvant expliquer cela. Alors c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'ils mettent en avant, c'est-à-dire c'est moi qui suis connu, c'est moi qui ai le plus de chance. Voilà. Mais à ce rythme-là, on le sent jamais. Il faut bien faire des sacrifices. Et puis il faut aussi organiser la relève. Et c'est ce que je te disais. Ça veut peut-être dire que plutôt que de parler des individus seulement, parler
du programme, parler de l'action. Voilà. Et je dis que quand vous avez initié une action, quand vous avez fait les choses, quand vous avez regroupé les citoyens dans un mouvement, eh ben, je crois que quelle que soit la personne que vous mettez en avant, elle va recueillir les fruits de vos actions sur le terrain et qu'il n'y aura pas besoin de rester 46 ans dans le mandat. Parfait. Alors, et vous savez, je finis juste sur vas-y. ça. Les États-Unis, ils sont capables du pire et du meilleur. Vous savez, c'est un pays oui, qui... tout à fait. C'est une bonne définition. S'ils ont limité les mandats à 2, ils savent très bien pourquoi. Parce qu'ils savent qu'au bout d'un moment, eh ben, la corruption entre en jeu, la fatigue, et puis vous n'avez plus la même... Les mandats limités à 4 ans, hein, c'est pas long. Hein. Absolument, à 4 ans quand même. Hein. Donc c'est 2 fois 4 ans. Et Obama, il aurait pu rester encore sans doute. Plusieurs années. Et donc, ils savent très bien pourquoi ils ont choisi cette voie-là. Et nous devrions la suivre. Alors, c'est une idée. Alors, pour le programme politique, quand on est député, on est certes élu dans une circonscription, mais on est député de la Martinique. Alors, quels sont les éléments essentiels du programme qui est porté par ta candidature? Alors, ton ou ta suppléante, c'est? Alors, mon suppléant s'appelle Jean-René Barclay. D'accord. Il est cadre de banque. Et il n'y a pas longtemps qu'il milite. Il milite donc depuis les élections municipales, un petit peu avant, puisqu'il est membre de PIA. Et il a choisi de s'engager parce que, comme moi, il croit à la voie citoyenne et qu'on a besoin aujourd'hui de nouvelles voix et de nouveaux visages en politique. D'accord. Alors, s'agissant de notre programme, eh bien... c'est très simple. Hein. Nous, on a fait des constats et les constats en Martinique ne sont pas bons. On s'aperçoit bien évidemment que, comme je le disais tout à l'heure, les critères sont au rouge. Que ce soit en matière de pouvoir d'achat, on ne va pas refaire, hein, puisque tous les candidats qui sont passés ont bien expliqué. C'est un constat unanime. Le constat est unanime. Pour le moment, je n'ai entendu personne me dire tout va très bien, madame Et puis même chercher quelque chose qui s'est amélioré. Et puis, est-ce qu'on va dans le bon sens? Non. Aujourd'hui, la situation est quand même assez grave au niveau économique, social, sanitaire. Et on l'a vu avec la crise du Covid. Donc, je crois qu'il faut prendre des mesures. Et nous, ce que nous prônons, c'est que la structuration même du système n'est pas bonne. C'est-à-dire que nous prenons la responsabilité martiniquaise. Parce qu'aujourd'hui, les leviers du pouvoir ne sont pas dans nos mains. Donc je sais que les présidents des différentes collectivités ont fait cet appel au gouvernement pour la domiciliation du pouvoir local, parce qu'ils se sont bien rendus compte, mais ils sont au pouvoir depuis quelques années déjà, hein, donc ils devraient savoir ce qu'il en est. Et puis il y a un précédent appel qui était l'appel de la délégation de Bastère. Oui, c'est à côté. Bien sûr. C'est un peu l'écho, non? Absolument. Sans compter tous les états généraux qui ont été faits, le SMDE, les différents livres bleus, blanc, jaune, rouge. On sait qu'aujourd'hui, il faut domicilier le pouvoir en Martinique parce que nos décisions, les décisions qui nous impactent directement, ne sont pas dans nos mains. Et donc aujourd'hui, il faut renverser la balance et il faut aller croiser le fer avec le gouvernement Macron pour qu'aujourd'hui, ce soit les Martiniquais qui soient responsables de la mise en ligne de la politique martiniquaise. Et ça, c'est notre ambition principale. Mais je prends un exemple, par exemple, sur le pouvoir d'achat. Alors, oui, j'entends beaucoup de gens dire on va bloquer les prix, on va geler les prix, on va faire un décret. Tout le monde sait très bien que ça ne peut pas fonctionner. Ça ne fonctionne pas comme ça. On ne va pas combattre la cherté des prix à coup de décret, puisqu'il y a en face un système d'agro-distribution, un système de distribution alimentaire, de grosse distribution, qui fait des marges et qui a besoin de faire des marges. Là, on est en plein capitalisme. Donc, on ne va pas combattre le capitalisme avec un décret. Sauf que, aussi, ici, en Martinique, il faut changer, parce que nous sommes dans une économie de comptoir, avec une monoculture, la banane, la canne, nous n'importons rien. Et donc, c'est sur ces leviers-là que nous devons peser. Mais, alors, domicilier l'avantage de compétences sur le plan local, très bien. Mais est-ce que ça suffit à faire la différence, en tout cas à convaincre l'électeur, qui peut, sur certains points, sur les questions sur lesquelles c'est bien nous qui décidons, l'eau, le traitement de la valorisation des déchets, enfin, sur le transport, quand on voit les résultats... Ce sont nous qui décidons, c'est vrai. Par contre... Est-ce que pour pouvoir... si les élus demandent qu'on leur fasse confiance, est-ce que pour faire confiance, il faut avoir le sentiment
confiance est justifiée, non? Oui, bien sûr. Les élus ont une responsabilité à ce niveau-là et on le voit avec le SMTVD, les différents scandales de l'eau, le transport qui n'avance pas, c'est le cas de le dire. Oui, les élus ont une responsabilité. À leur décharge, il faut dire que nous bénéficions, enfin, nous sommes handicapés par une sous-dotation qui est structurelle, une sous-dotation des collectivités. Et donc, ça impacte directement la façon dont nos politiques sont menées aujourd'hui. Donc, il faut aujourd'hui que cette loi sur l'égalité des chances qui a été votée, mais qui n'a jamais été appliquée, qui n'est pas appliquée correctement en tous les cas. L'égalité des chances, c'est aussi ça. C'est de donner suffisamment de fonds à nos élus pour pouvoir mettre en place ces politiques, les politiques de l'eau, les politiques de la gestion des déchets. Aujourd'hui, la gestion des déchets, bon, on met à part la mauvaise gestion. Oui, parce que je me dis que quand on n'a pas beaucoup d'argent, ils ont plus pour faire attention. Voilà, exactement. Et ne pas le gaspiller. Absolument. Et puis mettre en œuvre des politiques efficaces de gestion des déchets. On avait 10 ans d'avance dans la politique des déchets. 10 ans d'avance. On était plus en avant que la Guadeloupe et même que certains territoires français. Aujourd'hui, regardez où on en est. C'est un scandale, la gestion des déchets en Martinique. Et oui, il faut Mais est-ce qu'il n'y a pas un mutisme? Personne ne parle de ça. Enfin, la presse en parle, et des gens, le public en parle. Mais bon, les EPCI sont... Mais oui, mais c'est les EPCI qui sont en charge. Ils ont tout intérêt à ne pas faire trop de bruit autour de ça. Et moi, je ne suis pas là pour faire de l'élu bashing, vraiment, tirer sur les élus à tout va. Je pense que c'est contre-productif. Pour autant, parce que certains élus font le travail, mais ils ont beaucoup de mal à le faire, parce que justement, ils se retrouvent confrontés à cette mauvaise gestion, à une sous-dotation des financements, une sous-dotation des effectifs, et ils ont beaucoup de mal à mettre en place une vraie organisation de la gestion des déchets. Mais oui, il y a un scandale des déchets en Martinique, et ça, il faut le dénoncer, et il faut le dire. Il faut dire que nos élus doivent être exemplaires, et que ceux qui ne sont pas exemplaires, ils doivent être sanctionnés aujourd'hui. Alors, il y a un événement qui s'est déroulé la semaine dernière. Il y a un nouvel opérateur de téléphonie mobile qui arrive avec une offre canon à moins de 10 €. Et quelques jours après, un de ses concurrents, et pas le moindre, fait une offre à 12,99 € ou quelque chose de ce genre. Bon, très largement au-dessous du prix habituel. Bon, au moins 4 fois au-dessous. Bon, beaucoup de nos compatriotes peuvent se demander, mais alors tout ce temps pendant lequel nous payions plein pot, on s'est fait avoir? Est-ce que c'est pas légitime, cette question? Les Martiniquais étaient descendus en masse en 2009. Ils étaient descendus dénoncer quoi? Ils étaient descendus dénoncer la profitation. Parce que donc c'était ça. Fini. Mais depuis 2009, qu'est-ce qui a changé? Bon. Mais que dalle, mais rien. La profitation, elle a même augmenté sur nous pauvres consommateurs. Alors, parce que ce que l'on fait de nous, c'est ça. C'est qu'on nous maintient dans une situation de consommateurs purs et simples, c'est tout. Tout ce que l'on nous demande de faire, c'est de consommer et de se taire. Alors, ça donne quoi? Ça donne la cherté de la vie, mais ça donne aussi la distension du bien vivre ensemble, ça donne des embouteillages qui n'en finissent pas, ça donne des prix de l'eau qui sont extrêmes. Et c'est surtout ça qu'il faut véritablement une politique. Et moi, je profite pour vous le dire, mon ambition, c'est qu'on ait un projet de société. Parce que voyez-vous, ce qui se passe, c'est qu'ici, nous n'avons aucun projet de société. Chacun tire la couverture à soi, les collectivités ont leur petit plan, leur gestion propre. Là, ils veulent, ils veulent mettre en place leur aménagement du territoire. De l'autre côté, ils veulent leur gestion des déchets. Et personne ne converge dans le même sens. On n'a pas un projet commun à un horizon moyen ou un horizon long. C'est-à-dire à court, moyen et long terme, on ne sait pas où nous allons. Tant que nous n'aurons pas un projet commun et que tous les politiques ne se mettent pas derrière ce projet, nous n'arriverons pas. Et vous pouvez mettre 400 000 dispositifs ici. Parce qu'il y a, les dispositifs, ils existent. Hein. Moi, je le vois au conseil communautaire, je le vois dans les commissions, et avec des élus et des administratifs qui sont performants, qui sont des experts. Mais vous pouvez mettre 400 000 dispositifs, vous pouvez mettre autant de milliards que vous voulez dans ce pays, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner parce que nous n'avons pas de projet de société, nous n'avons pas de vision et nous ne savons pas où aller. Et tout l'argent que vous injectez, ma foi, il part, il se dilate, il va
parfois on ne sait où, dans quelle poche, et puis parfois il va dans des investissements qu'il faut absolument recommencer à chaque fois et qui n'ont pas d'efficacité. Alors une dernière question, bon, si tu es élu, va se poser le problème de à quel groupe vas-tu t'affilier, sachant que tout de même en France il y a au niveau de ces élections législatives un enjeu un peu particulier puisque la nouvelle Union populaire écologiste et sociale entend gagner ces élections et donc faire en sorte que M. Mélenchon soit Premier ministre. Tu te situes comment par rapport à ça? C'est leur problème, c'est pas le nôtre? Écoutez, personnellement, je ne parle pas au nom de l'Alliance dans laquelle nous sommes, personnellement, moi je ne suis pas mélenchoniste, parce que voilà, je n'adhère pas à toutes ces idées, mais j'adhère quand même à son programme social, sociétal, me plaît bien. Et donc, véritablement, c'est avec la NUP, la nouvelle Union politique, économique et sociale, que nous allons siéger, bien entendu, avec Marcellin Nadeau et Jean-Philippe Nilan, qui ont déjà apporté leur soutien à la candidature de Jean-Luc Mélenchon et à la NUP. Donc nous continuerons dans ce droit fil, parce que c'est avec eux que, soit dans la majorité, si jamais il devient Premier ministre, soit dans l'opposition, pour avoir une opposition forte, c'est à leur côté que nous siégerons, bien entendu. Eh bien, parfait. Ça sera la conclusion de notre petite émission. Nathalie, je te remercie. Merci aux téléspectateurs de Merci à tous les téléspectateurs. Et de Zouk Télévision pour avoir suivi ce petit moment. L'abstention, c'est pas la solution. Voilà.